2006, c'est le 60e anniversaire du Secours catholique. Tout le monde phosphore. Tout le monde se dit, mais que pourrions-nous faire? Quels gestes pourrions-nous poser pour ce 60e anniversaire? Alors dans mes équipes, et notamment les équipes mécénat qui étaient toujours très dynamiques et imaginatives, ils viennent avec l'idée d'une fondation, mais une fondation essentiellement tournée vers les entreprises. Mais moi, ça ne me convainc pas. Et puis un jour, grâce au contact d'un ami, j'invite quelqu'un à déjeuner au Secours catholique. Je pense que cette personne, vous la connaissez, Louis-Marie Pasquier, parce que vous avez tous un jour ou l'autre mangé un pitch ou une brioche Pasquier. Alors, en déjeunant avec Louis-Marie, j'avais bien sûr en tête l'idée que j'espérais qu'il me ferait un beau chèque pour le Secours catholique. Mais en écoutant Louis-Marie, je me suis rendu compte qu'il attendait des choses bien différentes. Qu'en tant qu'entrepreneur, il voulait s'impliquer personnellement. Il serait heureux d'impliquer sa famille, ses enfants. Il voulait rencontrer les bénéficiaires, les accompagner dans leur chemin. Alors Louis-Marie, toi qui es parmi nous ce soir en tant que fondateur, je voudrais vraiment te remercier parce que tu m'as fait entrevoir ce que pourrait être la Fondation Caritas. Une fondation qui fait bénéficier ses membres de l'expertise du Secours catholique dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Une fondation qui ouvre le réseau international des Caritas. Une fondation qui a une véritable qualité d'animation. Alors ce soir, nous fêtons les 10 ans de la Fondation Caritas. 10 ans, 100 fondations créées, 1000 projets financés, plus de 100 millions d'euros collectés. Nous sommes tous légitimement fiers de ces chiffres. Mais ils traduisent mal toute la patte humaine, toute l'intensité de cette expérience de la Fondation. Alors ce soir, je voudrais vous faire un cadeau pour ces 10 ans. Et je vais vous proposer de suivre des fondateurs, des porteurs de projets, d'entendre des personnes accompagnées. Je vous propose de mettre vos pas dans leurs pas, dans un bidonville de la région parisienne, dans un chemin désertique d'Afrique, dans un slum de Manille, et même, si vous n'avez pas le vertige, jusqu'en haut d'un mât de cocagne. Suivez-les, vous ne serez pas déçus du voyage. Merci. Je vais vous parler d'un autre clubhouse, un peu plus original, même si j'aimerais qu'il soit beaucoup plus répandu, car il agit concrètement contre l'exclusion. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît que parmi les 10 maladies les plus préoccupantes pour le XXIe siècle, 5 sont d'ordre mental. Les bipolarités, les schizophrénies, les dépressions, les addictions, les troubles obsessionnels compulsifs. 12 millions de Français ont consulté un psychiatre, psychologue, psychothérapeute dans les 12 derniers mois. Parmi eux, 2 millions sont en situation d'exclusion avec un diagnostic sévère. Au-delà du constat problématique, une solution. Un modèle de lieu d'entraide de jour, non médicalisé, qui s'appelle Clubhouse, qui existe depuis de nombreuses années dans plusieurs pays, qui n'avait jamais été testé en France, et qui crée un chaînon manquant entre le rétablissement médical et la vie active, une sorte de pont entre l'hôpital et l'entreprise. Philippe me propose de l'aider. La rencontre se crée et je me lance dans l'aventure. Alors le club n'est pas un endroit miraculeux où chacun arrive et se redresse et trouve le boulot de ses rêves. En revanche, c'est un lieu de partage où chacun va s'entraider pour trouver des clés qui lui sont propres pour se reconstruire, ce que les anglo-saxons appellent l'empowerment. Aujourd'hui, il y a 3 clubhouses en France, un à Paris, un à Lyon, un à Bordeaux. Ça représente 600 membres et près d'un tiers sont en réinsertion professionnelle. Nous aimerions faire beaucoup plus, certainement une goutte d'eau dans l'océan des besoins, mais je veux croire que chaque vie est précieuse. Je remercie très chaleureusement la Fondation Caritas pour son soutien et sa confiance depuis le premier jour. Merci de m'avoir écouté. Réfléchissons à ce qu'on est capable de faire sur ces publics 18-25 ans pour les accompagner vers l'emploi et vers l'autonomie. Ils ne veulent pas aller à l'école? Eh bien, très bien, on va monter un dispositif qui est tout sauf scolaire. Et comme l'école, ça a duré très longtemps et pendant 15 ans, ça a été un cauchemar pour eux, il faut que ce soit très court. Donc ça doit durer 4 mois.
Et il faut que ce soit très pratique, très pédagogique. Il faut un plateau technique, il faut des métiers manuels, il faut des choses qu'ils comprennent et en tout cas qui parlent à leur cœur. Ils veulent aller travailler, très bien, on va prévoir dans le cursus des stages en entreprise pour justement leur permettre de découvrir le monde de l'entreprise. Et puis surtout, ils n'ont pas les codes, donc on va les accompagner dans la remise à niveau. C'est quoi l'entreprise? Il faut se lever le matin, il faut dire bonjour, il faut dire au revoir, voilà les codes. Et puis évidemment, toute une série d'autres choses. Et c'est comme ça que sont nés les plombiers du numérique. Les plombiers du numérique, c'est une formation ou un dispositif d'insertion pour des jeunes déscolarisés 18-25 ans dans les métiers des infrastructures numériques. Et en fait, aujourd'hui, il faut simplement se rendre compte que la difficulté que j'ai rencontrée, eh bien, tous les jeunes la vivent dans leur chair, mais en beaucoup plus intense. Parce que c'est beaucoup plus dur aujourd'hui pour un jeune de trouver un boulot. Alors imaginez ce qu'il en est pour un jeune décrocheur. Et finalement, comment est-ce qu'on est capable de construire une société plus juste quand on n'est pas capable d'accompagner ses propres enfants, ses propres jeunes vers l'emploi, et que derrière, ils doivent quand même cotiser 40 ans pour arriver jusqu'à la retraite. Et en fait, ils partent dans un combat où ils s'avouent déjà vaincus dès le départ. Et fondamentalement, notre raison d'être, ou en tout cas ce pourquoi je me bats et je me lève le matin, c'est simplement de redonner un travail à des personnes, parce que le travail, c'est quoi? C'est quelque part, c'est l'échange avec d'autres, c'est la sociabilisation, c'est la construction personnelle d'un individu, et surtout, ce terme qui nous importe beaucoup, c'est son autonomie. Et l'autonomie, on la trouve par le travail. Et finalement, c'est ça qui aujourd'hui donne du sens à notre fondation. Je vous remercie. Quelques années plus tard, notre maison flambe. Il y a quelques mois un peu difficiles après, et je suis tenue à flot par la lecture de 1500 références bibliographiques sur une plante médicinale chinoise qui s'appelle l'Artemisia annua. J'en avais connaissance grâce à un de mes amis qui s'appelle Alexandre Poussin, qui a traversé l'Afrique à pied et qui a donc eu le palu et qui a été guéri par cette plante en Éthiopie. Et après, cette phrase m'a hantée, mais comment est-ce possible, pour la première maladie du monde, qu'une simple tisane puisse soigner cette maladie? Donc une maison de l'Artemisia, au départ, c'était de la culture et de la distribution. Et très rapidement, on a eu des médecins, des pharmaciens, des agronomes, etc., qui se sont agrégés en fait, aux maisons de l'Artemisia. Et elles sont devenues de vrais pôles de compétences qui donnent aujourd'hui des formations à la population et puis bien sûr à des ONG, etc., qui montent de véritables chaînes de valeur dans les pays où on capte les prix en fait, pour que ça soit le moins cher possible. Nous prenons la tisane de l'Artemisia un jour sur deux. Et il faut l'avouer, il n'y a plus de palu. Avant de connaître le docteur Lucille, j'ai beaucoup des enfants qui ont du palu. Et actuellement, ils prennent la tisane avant d'aller à l'école et on n'a plus de problème de palu. Les enfants de l'école, on leur donne 2 fois la tisane par semaine. Et ils sont en pleine santé. L'Artemisia est un bien commun qui aujourd'hui se diffuse de village en village, donc en Afrique, mais aussi en Asie maintenant et en Amérique du Sud. Depuis vraiment 7 ans, je vis tous les jours cette phrase de saint François d'Assise. Commence par faire le nécessaire. Après, fais ce qu'il t'est possible de faire. Et alors, tu réaliseras l'impossible sans t'en apercevoir. Regardez ce petit robinet. Vous en avez combien chez vous? C'est un simple petit robinet à 6,50 € comme on en trouve partout dans les magasins de bricolage du monde. Maintenant, fermez les yeux. Vous vous réveillez dans un bidonville. Il fait soudain très chaud. Les odeurs sont étranges. Votre maison a rétréci. Tout tient maintenant dans 15 mètres carrés. Vous tournez ce robinet familier, plus d'eau. Zoomons encore un peu. La moitié de la croissance urbaine se fera dans des périphéries précaires, des bidonvilles où tout manque, en particulier l'accès aux services essentiels que sont l'eau, la collecte des déchets, l'assainissement. Ces quartiers sont des zones de relégation que bien sûr personne ne voudrait avoir en bas de chez soi. Dans les villes en pleine croissance, l'eau coule avec parcimonie
chez les familles qui sont déjà connectées légalement. Parfois pas toute la journée. Mais les autres, les plus pauvres, on ne va quand même pas leur donner de l'eau. Ce serait les installer dans la durée, alors qu'on voudrait les voir ailleurs, ces quartiers précaires, les reloger, les démolir loin de chez nous. On peut tenter de faire quelque chose ? Installer chez ces familles ce simple petit robinet ? C'est maintenant qu'on entre dans le dur, puisqu'installer un robinet comme ça, dans un bidonville, c'est vraiment une aventure. Enfin, il faut que les clients soient d'accord pour obtenir ce petit robinet chez eux qui change leur vie. Faire confiance alors que tant de fois, ils ont été trahis par des fausses promesses. Jouer le jeu d'une facture légale, payée à domicile, parfois tous les jours, car les revenus rentrent le matin et le soir, et il faut les dépenser parfois dans la journée. Bref, il faut des heures à expliquer, persévérer, convaincre, rentrer par les fenêtres quand les portes sont fermées, se décourager parfois, revenir à la charge, se soutenir mutuellement et repartir toujours avec le sourire. Et à la fin, on y arrive. Une maison, pour moi, c'est pas seulement 4 murs et un toit. Ça doit être un lieu où on vit bien, un lieu de sérénité, un lieu de confiance, un lieu où on peut préserver, resserrer les liens familiaux. Alors, Réseau Ecohabitat a mis en œuvre une alternative qui permet de transformer l'engagement des bénévoles confrontés à la précarité en un engagement qui permet de reconstruire du rêve, de l'espoir pour les personnes modestes. On peut faire que leur logement puisse leur permettre de se remettre debout, d'espérer, de croire en l'avenir. Un peu comme Denis, qui a attendu 10 ans avant de pouvoir avoir de nouveau de l'eau chaude chez lui et de prendre enfin une douche. Pourquoi ne pas faire de la transition écologique? Pourquoi ne pas permettre aux personnes qui en ont le plus besoin, ceux qui se disent « de toute façon, moi, je n'ai pas d'argent, je suis propriétaire, alors je n'aurai le droit à rien ». Eh bien non. Non seulement les travaux peuvent améliorer la vie de ces personnes, baisser leur facture de chauffage, mais on peut complètement transformer l'engagement des bénévoles. Imaginez-vous donc un bénévole qui donnait 300 € pour payer une facture, il va pouvoir transformer la vie d'une famille avec 40 000 € de travaux. Et en France, on le sait, le bâtiment est responsable de 40% des émissions de gaz à effet de serre, responsable du dérèglement climatique. Alors peut-être que la transition écologique pour les personnes en difficulté, c'est peut-être un formidable levier économique et un enjeu de justice sociale. Je vous avoue, quand j'ai démarré cette expérimentation au niveau local, je n'imaginais pas que cette action allait prendre une tournure au niveau national. Grâce à la Fondation Caritas et au Secours catholique, on accompagne aujourd'hui 130 familles. On a réalisé 40 chantiers. Mais surtout, grâce à un contrat tout spécifique avec l'Agence nationale de l'habitat, on va pouvoir multiplier par 5 nos réalisations d'ici 5 ans. Toc, toc, toc. Bonjour, je m'appelle Anne, j'habite le quartier et je viens vous donner un conseil utile. Les voisins malins sont curieux, touchés par les autres, déterminés à changer la vie de leurs voisins. Habitant les quartiers populaires, ils vont à la rencontre de leurs voisins en porte-à-porte avec une information ou un conseil utile. Ils les écoutent et ils les orientent vers les services de leur ville. Ils sont salariés et formés par l'association et deviennent des passeurs pour leur famille, pour leur ville, en partenariat avec les acteurs de l'habitat, de la santé, de l'éducation, des droits sociaux. Ils permettent ainsi à leurs voisins de sortir de leur isolement, dû à des barrières linguistiques, culturelles ou économiques, à être plus en capacité d'agir dans leur vie et à prendre une part à celle de leur ville. Vous n'imaginez pas combien de personnes ignorent que l'eau du robinet est potable. Le voisin malin peut changer une vie. Plus besoin d'acheter de bouteilles qui coûtent cher et qu'il faut stocker dans l'appartement. Les voisins malins sauvent des vies en sensibilisant à la détection d'un cancer ou bien en donnant des consignes en cas d'incendie.
en 8 ans, 300 voisins et voisines malines, qui parlent à eux tous 36 langues, ont rencontré près de 200 000 personnes dans ces quartiers populaires où vivent 5 millions d'habitants. Et vous, ça vous dirait d'aller frapper à une porte de l'autre côté du périph'? Vous avez sûrement déjà dû goûter le tessito de Carmen, la crépinette de Madame Bellangreville, le sourire de la femme roumaine. Prenez garde, cette rencontre peut ranimer en vous une saveur qui ne vous quittera plus. Et vous serez bien chez chacun, plus en confiance et serein pour construire notre avenir ensemble. Votre maison sera partout. Vous pourrez jeter la clé. Le monde est à vous. Alors, n'hésitez plus. Allez-y. Merci.